Bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette conférence du collectif Défi, qui est toujours offerte de manière bénévole par les personnes qui présentent. Donc, on les remercie chaleureusement pour leur temps, puis de nous offrir leurs connaissances, leur savoir, leurs conseils. C'est assez généreux de leur part. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Linda Champagne et Serge Robert. Je vais vous les présenter brièvement. Donc, Linda Champagne est professeure de philosophie au Collège Maisonneuve. Ses intérêts pour la quête de sens et l'engagement citoyen l'amènent à approfondir le processus d'apprentissage de l'acte de philosophie par le dialogue. Elle est aussi directrice générale du Centre international Philo-Jeunes. Serge Robert, quant à lui, est professeur titulaire au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal. Il y co-dirige le laboratoire d'analyse cognitive de l'information. Il est spécialiste de la logique, de philosophie des sciences et de sciences cognitives. Ses travaux portent sur le fonctionnement du raisonnement humain et sur son rôle dans la connaissance, dans la prise de décision et dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Donc, la durée de la présentation va être environ de 20 à 25 minutes. Ça va être suivi d'une période d'échange et de questions. Moi, c'est Nadia Bélanger, je suis la coordonnatrice du collectif Défi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous puis d'animer la période d'échange qui va suivre. Merci. Merci Nadia. Merci. Bonjour. Merci. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre-là. Merci au collectif Défi de nous offrir cette belle opportunité à Serge et moi de partager à la fois la pratique, nos pratiques de dialogue et puis aussi comment Serge va pouvoir montrer les fondements théoriques en philosophie derrière ça. Donc, je vais commencer, si vous voulez bien, je vais partager mon écran et puis on va commencer la présentation. Alors, donc, partir du début. Alors, Nadia, est-ce que c'est beau? Tout le monde voit mon écran? C'est parfait. Excellent. Donc, alors, d'abord, Serge et moi, on est, ce qui nous unit aujourd'hui aussi est aussi le fait que nous sommes tous les deux à Philo-Jeunes. J'en suis la directrice générale et Serge est un membre du CA depuis déjà plusieurs années. Alors, et on a décidé donc de s'allier ensemble aujourd'hui pour vous présenter cette conférence qui s'intitule « La pratique du dialogue philosophique sous l'angle des sciences cognitives, un levier primordial pour la métacognition ». Alors, j'enchaîne tout de suite avec... Si vous... Voilà. Donc, alors, on va présenter qui nous sommes à Philo-Jeunes. On va parler, Serge, je vais ensuite passer la parole à Serge qui va nous parler d'une recherche qui a amené sur les effets de la pratique du dialogue philosophique sur le jugement moral. Ensuite, le fondement en sciences cognitives et on va se diriger ensuite vers des postures philosophiques et comment on peut développer le faillibilisme et la métacognition chez nos étudiants à travers la pratique du dialogue. Donc, d'abord, pour vous parler du Centre international Philo-Jeunes. Alors, le centre existe depuis 2016 et présentement, on pourrait dire que sa vocation est vraiment de développer des formations en animation des dialogues philosophiques. Pour l'an passé, j'ai formé des personnes, des conseillères pédagogiques qui venaient de centres de services scolaires de partout à travers la province. Et il y a eu aussi des projets spéciaux comme le projet parlementaire où est-ce que des enseignants d'école secondaire par tribune thématique ont créé divers ateliers philosophiques dans leur classe avec du matériel qui était produit par Philo-Jeunes autour de thématiques. Et donc voilà, c'est des projets spéciaux. Donc vraiment notre mission, c'est vraiment ça. Donc c'est pas une méthode Philo-Jeunes, c'est vraiment une mission, c'est de développer des activités d'éducation aux valeurs démocratiques et civiques par le dialogue philosophique. Donc il y a vraiment un souci de développement citoyen à travers ça. Alors nos objectifs, alors promouvoir une culture du dialogue dès le primaire. Alors, évidemment, ça ne s'arrête pas à ça. Vous le savez, c'est des praticiens qui sont avec nous. Mais vraiment de développer du matériel pédagogique. Donc, si vous allez sur le site Philo-Jeunes, vous allez voir des fiches d'animation pour le primaire, pour le secondaire, qui ont été développées à travers le temps. De développer une posture civique et démocratique. C'est vraiment autour de la notion d'interlocuteur valable
entre les participants d'un dialogue philosophique et aussi toutes les valeurs de communication et d'argumentation qui rendent le processus démocratique finalement viable et intéressant. L'aspect développer le jugement critique et nuancé, donc dans le but de les rendre moins vulnérables à l'endoctrinement, au dogmatisme et à la radicalisation, ça fait partie de nos fondements. Philogène a été créé à la suite des événements de Charlie Hebdo, où est-ce qu'il y avait un jeune en France qui avait été exclu de son école pour avoir exprimé une opinion par rapport aux gens qui avaient perpétré les événements de Charlie Hebdo. Et c'était... Il y a eu ensuite un positionnement qui s'est fait à l'effet de si on exclut les gens qui ont des points de vue différents, qu'est-ce qu'on risque de créer comme effet? Ça risque de créer plus de la fragmentation, de la stigmatisation et du repli. Et donc, il y a derrière l'idée même de créer ces espaces de délibération et de discussion chez les jeunes, mais aussi, moi, je suis dans le milieu collégial et j'en anime dans ma classe, j'en anime aussi à l'extérieur de mes classes. Et donc, c'est cette idée de promouvoir une culture du dialogue tout au long de la vie et aussi de nous prémunir contre le dogmatisme et la radicalisation, mais aussi même le relativisme, comme Serge va nous le montrer. Alors, Serge, je te passe le relais. Merci Linda, merci au collectif Défi de nous recevoir et merci aux personnes présentes. Alors, dans un premier temps, je vais parler d'une recherche que j'avais faite il y a déjà un certain temps, en 2009. C'est-à-dire qu'avant l'existence de Philogène, des activités de formation au dialogue philosophique pour les jeunes dans les écoles, notamment dans les écoles primaires, avaient été faites par l'organisme La Traversée, qui est un peu comme l'ancêtre de Philogène. Et comme aucune recherche n'avait été faite pour valider ou invalider la pertinence, les résultats de la formation au dialogue philosophique, on m'a demandé avec mon équipe de recherche dans mon laboratoire, le laboratoire Lancy à l'Université du Québec à Montréal, d'étudier les effets du programme de formation au dialogue philosophique. Alors, il s'agissait pour moi et mon équipe de comparer des élèves qui ont fait le programme de philosophie pour enfants à des groupes témoins qui n'ont pas fait ce programme-là, en ce qui concerne plus particulièrement le domaine dont nous sommes spécialisés dans mon laboratoire, à savoir la manière de raisonner, et en particulier le raisonnement moral. Autrement dit, ces jeunes de l'école primaire qui ont fait du dialogue philosophique dans certaines séances de classe et d'autres qui n'en ont pas fait, est-ce que cette différence-là crée une différence dans la manière de raisonner sur le plan moral? Alors, voilà sur la prochaine diapositive les résultats un aperçu, disons, un bref aperçu des résultats de cette recherche, parce que le rapport de recherche comprend quand même une 50aine de pages, mais je pense qu'on peut, pour les fins de la présentation que nous faisons aujourd'hui, faire un bref résumé. Alors, le programme de philosophie pour enfants a eu un impact significatif sur plusieurs composantes des études qu'on a faites auprès des enfants. Alors, on s'est présenté dans des classes d'élèves de 6e année. Pourquoi 6e année? Pour voir si, d'abord, c'est un âge où les enfants passent du raisonnement concret au raisonnement abstrait. La capacité de raisonner de manière abstraite à partir d'hypothèses de manière qu'on appelle hypothético-déductive, ça commence à cet âge-là, à la fin du primaire. Et là, il s'agissait de voir si la manière de raisonner de ceux qui ont fait le programme est différente ou pas de ceux qui n'ont pas fait le programme. Pour certaines des rubriques de notre étude, il y avait peu de différence ou pas de différence. Mais pour d'autres composantes, il y avait des différences notables. Et voici les différences que j'ai résumées sur cette diapositive. D'abord, la moralité. Habituellement, on définit la moralité comme étant d'assumer personnellement des normes qui sont internes à mon raisonnement, qui sont internes à ma pensée, par opposition à suivre des contraintes externes pour éviter des punitions. L'enfant, quand il est jeune, il apprend qu'il y a des comportements qui sont acceptables du point de vue de ses parents, du point de vue de la société, du point de vue de son école, du point de vue de son enseignant ou de son enseignante. Et à ce moment-là, il commence par faire des comportements pour éviter des punitions. Et il devient vraiment moral quand il assume ces normes-là comme étant fondées et comme étant celles auxquelles il croit. Alors, la possibilité de manipuler des normes internes plutôt que d'éviter des punitions
imposée de manière externe était nettement plus présente chez les enfants qui avaient fait le programme de philosophie pour enfants. Une autre différence importante, c'était la taille du cercle moral. C'est basé sur les thèses de philosophes moraux comme Peter Singer ou Paul Bloom, qui soutiennent que nous avons tous un cercle moral. Qu'est-ce que c'est le cercle moral? C'est l'ensemble des personnes à qui nous sommes disposés à appliquer notre bienveillance morale. Autrement dit, l'ensemble des personnes dont nous considérons qu'elles méritent notre respect sur le plan moral. Et là, on a vu que pour les enfants qui avaient passé par le programme de dialogue, initiation au dialogue philosophique, la taille du cercle moral était plus grande, nettement plus grande que chez les enfants qui n'avaient pas eu cette formation-là. Aussi, il y avait une différence notable en ce qui concerne la saisie de la pertinence d'une autorité pour assurer le maintien de l'ordre social. C'est toute la différence pour un enfant de 11-12 ans en fin du primaire entre considérer qu'il est nécessaire qu'il y ait une direction dans l'école, que les parents et les professeurs aient une certaine autorité sur les enfants pour les aider de manière bienveillante, par opposition à non, ce sont des emmerdeurs dont on pourrait toujours se passer. OK. L'aptitude à détecter la violence psychologique et la violence symbolique était plus marquée aussi chez les enfants qui avaient passé par le programme d'initiation au dialogue philosophique. Bien sûr, la violence physique, tous les enfants de cet âge-là, même des enfants beaucoup plus jeunes, sont capables de la détecter facilement. Mais la violence psychologique, la violence symbolique, l'insulte, l'humiliation, le mépris, c'est souvent très difficile à détecter. Même, il arrive souvent que des adultes ont de la difficulté à le détecter. Alors, c'était nettement plus présent, cette aptitude à détecter cette violence psychologique et symbolique chez les enfants qui avaient passé par le programme. Et là, c'est peut-être le niveau où la différence entre les groupes témoins et les groupes qui avaient fait le programme était la plus grande. L'aptitude au raisonnement logique. On avait 12 questions qu'on présentait aux élèves de 6e année et 2 des 12 questions portaient sur le raisonnement logique. Et là, on a eu des meilleurs résultats chez ceux qui avaient fait le programme de philosophie pour enfants. Et ce qui était peut-être la plus belle réussite de ces examens-là, de cette expérimentation-là, c'est que il y avait des groupes très, très favorisés, défavorisés et très défavorisés, selon les critères mis en œuvre par le ministère de l'Éducation. Et c'est lié à la particularité de la Rive-Sud de Montréal, c'est-à-dire la Commission scolaire Marie-Victorin, qui est la première ceinture de banlieue sur la Rive-Sud de Montréal. C'est qu'il y a des enfants qui viennent de milieux très bourgeois, pour ne pas le nommer Saint-Lambert, donc qui sont des enfants de médecins, d'ingénieurs, de professeurs d'université, etc., alors qu'il y a d'autres milieux à Longueuil qui sont assez défavorisés, notamment parce qu'il y a un certain taux, notamment d'immigrants récemment arrivés, et d'autres très défavorisés, et où il y a plus aussi de violence, malheureusement de violence physique. Et là, ce qu'on a vu, c'est que parmi les groupes qui avaient fait le programme de philosophie pour enfants, certains avaient fait le programme une séance par 2 semaines de classe. Ce n'est pas optimal. Ce qui est suggéré par tous les travaux scientifiques sur la question, c'est de faire une séance par semaine. Or, parmi nos groupes qui ont fait le programme d'initiation au dialogue philosophique, il n'y avait qu'un groupe défavorisé. Il n'y avait pas de groupe favorisé qui avait fait le programme sur une base régulière. Le groupe favorisé qui avait fait le programme de philosophie pour enfants, c'était sur une base occasionnelle d'une fois par 2 semaines. Et le seul groupe qui l'avait fait vraiment sur une base régulière, une séance à toutes les semaines, c'était un groupe défavorisé. Et c'est eux qui ont été les plus performants en raisonnement logique. Alors, rapidement, l'association de parents à Saint-Lambert a dit tout de suite que c'est ça, cette affaire-là. Des enfants de défavorisés qui sont meilleurs en raisonnement logique que nos enfants à nous, à qui nous voulons, bien sûr, des études universitaires et une relève par rapport aux parents professionnels que nous sommes. Alors ça, c'est peut-être le plus beau résultat du programme d'initiation au dialogue philosophique. Et enfin, la prudence épistémique, c'est aussi une rubrique sur laquelle nos enfants qui avaient fait l'initiation au programme performaient mieux. Ce qu'on appelle la prudence épistémique, c'est l'aptitude à avoir un esprit critique face à des énoncés qu'on présente à l'enfant, une tendance à s'opposer au dogmatisme et une ouverture aussi à l'apprentissage. Et donc, on peut passer à la diapositive suivante.
comment expliquer ces résultats? Là, je parle d'une recherche qui a été faite en 2009 et il serait pertinent de poursuivre des recherches là-dessus. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Par contre, ce qu'on peut vous présenter ici, c'est des travaux, des résultats de travaux que j'ai menés avec mon laboratoire depuis l'expérience de 2009. Donc, il s'agit maintenant de passer dans le volet théorique, c'est-à-dire comment expliquer ces résultats? Qu'est-ce qui fait que l'initiation au dialogue philosophique a contribué à rendre ces enfants-là plus disons, plus critiques, plus métacognitifs dans leur aptitude à raisonner. Alors, je m'appuie beaucoup ici sur des travaux qui ont été développés par des chercheurs comme Jonathan Evans, Keith Stanovich, Daniel Kahneman, qui a eu un prix Nobel d'économie récemment d'ailleurs, et qui n'avait jamais suivi de cours d'économie de sa vie, mais qui a néanmoins eu un prix Nobel d'économie. C'est le seul non-économiste qui a eu un prix Nobel d'économie. Et ces travaux-là, donc, ils essaient de trouver une voie intermédiaire entre un rationalisme trop fort qui dirait tous les humains raisonnent de manière très rationnelle. Beaucoup d'expérimentations montrent que c'est faux. Et l'irrationalisme total qui dirait les humains raisonnent n'importe comment, il n'y a aucune rationalité chez l'humain, c'est une invention de mathématiciens, de logiciens, de philosophes, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors, cette position, elle essaie, sur la base de beaucoup d'expérimentations, de montrer que l'humain, en général, est en quelque part entre ces deux extrêmes de l'irrationalisme total et du rationalisme total. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des processus duaux. Et d'ailleurs, on a montré que ça active des centres différents dans notre cerveau selon qu'on procède en raisonnant de manière S1 ou de manière S2. Donc, le système S1, comment ça marche? Il est implicite, il est automatique, on le met en œuvre sans effort, il est rapide, il fonctionne par défaut et il fonctionne en parallèle aussi. On peut raisonner de manière S1 en faisant d'autres choses en même temps, en parlant au téléphone avec des amis ou en écoutant une émission de télévision. C'est du spontané et c'est très, très fréquent chez l'humain. Mais l'humain, notamment par sa plasticité neuronale, notre système nerveux est quelque chose, c'est une machinerie vraiment complexe et très, très performante, parfois. Il est capable, l'humain, de raisonner de manière plutôt explicite qu'implicite, de manière contrôlée plutôt qu'automatique, en faisant des efforts, en faisant quelque chose qui est plus lent et qui nécessite d'inhiber le système S1 qui, lui, fonctionne spontanément par défaut. Et il fonctionne en série, c'est-à-dire, par exemple, quand un enfant fait un devoir de mathématiques et qu'il performe bien dans son devoir de mathématiques, bien, il n'est pas capable en même temps d'écouter la télévision ou de parler au téléphone avec ses amis. C'est le fonctionnement du système S2. Alors, notre thèse, c'est que la pratique du dialogue philosophique, comme on l'a testé chez les enfants de fin de primaire, contribue à l'inhibition du système S1 et à la mise en œuvre du système S2. OK. Maintenant, ce que j'ai développé comme perspective théorique, c'est qu'en système S1, il y a deux types de raisonnement qui souvent fonctionnent de manière séparée et distincte et autonome l'une par rapport à l'autre. Un raisonnement en contexte cognitif où nous cherchons à connaître des choses dans le monde. Comme par exemple, étant donné qu'il y a un beau soleil aujourd'hui, on pourrait dire, quand il fait un beau soleil, il est peu probable qu'il neige. Or, étant donné qu'aujourd'hui, il fait un beau soleil, donc il ne neigera pas. C'est un raisonnement, on pourrait dire, qui est spontané et qui est, dans lequel je cherche à connaître le monde. Donc, nous recherchons de la causalité pour expliquer le passé, pour comprendre pourquoi le monde s'est produit comme il s'est produit dans le passé et pour prédire l'avenir. Et ça nous aide, bien sûr, systématiquement à prendre des décisions, à planifier notre vie. Et nous passons beaucoup de temps dans notre activité cognitive à faire des raisonnements de ce type-là. Essayer de comprendre comment le passé nous emmène au présent et comment le présent va nous emmener vers l'avenir. On est en contexte de découverte. Nous nous appuyons sur ce que nous croyons connaître du monde pour expliquer le passé et pour prédire l'avenir. Et les contre-exemples, à ce moment-là, peuvent être des occasions d'apprendre. C'est ce qu'on pourrait appeler le raisonnement en général en contexte cognitif. Par opposition à ça, nous raisonnons souvent en contexte normatif. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas pour nous d'essayer de comprendre le monde, mais il s'agit de porter des jugements sur des actions humaines, sur les miennes et sur celles des autres. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce que l'autre a fait? Est-ce que c'est. Au lieu d'être dans la dichotomie du vrai et du faux, comme dans la colonne de gauche, on est dans la dichotomie du bien et du mal. Et nous portons des jugements sur des actions humaines et nous le faisons en appliquant des normes. Ça peut être des normes sociales, comme des normes de politesse, des normes morales qui concernent ce que nous jugeons comme étant bien ou mal, des normes légales comme étant dans lesquelles on distingue ce qui est légalement acceptable de ce qui est une infraction à la loi, des normes politiques
qui sont relatives à mes croyances. Par exemple, les gens de mon parti, je vais porter un jugement favorable. Les gens du parti opposé, je vais porter un jugement défavorable. Ça peut être des normes religieuses aussi. Dans ce cas-là, on est en contexte de justification. Autrement dit, nous ne sommes pas là pour comprendre comment le monde fonctionne. Nous sommes là pour nous appuyer sur nos raisons de juger et d'agir. Dans le cas du raisonnement en contexte cognitif, nous essayons de trouver des causes à ce qui se passe. En contexte normatif, nous cherchons des raisons pour justifier les jugements de valeur que nous portons. Et l'humain fait systématiquement l'un et l'autre, et en système S1 spontané, habituellement, de manière assez séparée l'un de l'autre. Et les contre-exemples, alors qu'ils étaient souvent des occasions d'apprendre en contexte cognitif, là, ils sont des occasions de porter des jugements qui condamnent. Alors, il ne s'agit pas parce que je vois l'autre faire une action différente de mes valeurs, de dire, ah, voilà une occasion d'apprendre. Non, je vous dis plutôt, voilà une occasion de condamner quelque chose avec lequel je suis en désaccord. On peut passer maintenant à la diapositive suivante, où on va regarder ce qui se passe en système S2. En système S2, ce qui se produit, c'est qu'on se met à faire de l'interaction entre les deux types de raisonnement dont on parlait dans la diapositive précédente. Autrement dit, il y a des croisements entre les deux colonnes de la diapositive précédente. En inhibant le système S1, nous pouvons être capables d'activer le système S2. Et raisonner en système S2, c'est peut-être plus facile chez des gens qui ont beaucoup de diplômes universitaires, qui sont des scientifiques de carrière, etc. Pour monsieur et madame tout le monde, dans la vie de tous les jours, c'est moins facile. Et alors, en système S2, donc, on a besoin pour quitter le spontané, d'être réflexif, de faire de la métacognition, de raisonner sur comment nous raisonnons. Il devient alors possible de remettre en question les deux types de raisonnement qui étaient plutôt dogmatiques en S1. Il devient intéressant à ce moment-là d'injecter du normatif critique dans le cognitif, donc transgresser la barrière entre les deux familles de raisonnement en passant de la droite, en injectant ce qu'il y a à droite dans la gauche, donc injecter du normatif critique dans le cognitif et inversement, faire un cheminement inverse de la gauche vers la droite en injectant du cognitif critique dans le normatif. Quels vont être les effets? Bien, les effets sur le cognitif en S2, c'est qu'il devient requis de justifier nos croyances cognitives sur le monde. Alors que dans le raisonnement spontané, j'ai des croyances à propos de ce qui se passe dans le monde, je pense connaître des choses sur le monde. En contexte cognitif S2, bien, je me dis, est-ce que j'ai raison de croire que les choses fonctionnent comme elles fonctionnent? Autrement dit, je mets à trouver pertinent de justifier mes croyances. Il s'agit de voir comment justifier ce que je pense être vrai. Et donc, ça se fait en introduisant le doute, la prudence épistémique, remplacer la présumée certitude par la probabilité. D'autre part, si on regarde ce qui se passe en contexte normatif, alors là, il devient pertinent, avant de condamner ce que l'autre fait qui est différent de mes valeurs morales, ou d'approuver celui qui a les mêmes valeurs morales que moi, il devient pertinent d'injecter de la découverte dans les normes. Donc, dans le premier cas, il s'agissait d'injecter de la justification dans la découverte sur le plan cognitif. Maintenant, sur le plan normatif, il s'agit d'injecter de la découverte dans les normes. Alors, des questions que je peux commencer à me poser, c'est des questions comme pourquoi j'ai telle ou telle norme? Pourquoi je pense que tel parti politique est meilleur que tel autre? Pourquoi je pense que ma religion devrait être imposée aux autres personnes? Et là, à ce moment-là, le dialogue avec l'autre, qui n'a pas les mêmes normes que moi, devient nécessaire et intéressant. Je mets à écouter l'autre parler de sa religion ou de son parti politique ou de ses valeurs morales et essayer de voir quelles sont ses justifications. Et à ce moment-là, je deviens contraint aussi de présenter mes justifications et de discuter entre nous de nos justifications respectives. Pourquoi est-ce que je pense avoir raison, mais que l'autre pense aussi avoir raison? Et donc, c'est comme ça que le dialogue philosophique peut contribuer à passer d'un système spontané S1 à un système S2. Ceci amène à prendre en considération trois grandes familles d'attitudes philosophiques. Ce qu'on pourrait qualifier, d'après l'usage qu'en font les philosophes, le dogmatisme, le relativisme et le faillibilisme. Quand on est en système spontané S1, habituellement, on a une perspective qui tend vers le dogmatisme. Autrement dit, j'applique des normes que j'ai reçues de mes parents ou de mon pasteur dans mon église ou
ou de mes enseignants ou des livres dans lesquels j'ai étudié à l'école. Donc, j'applique des normes que je reçois. Ceci m'incite au dogmatisme en matière cognitive et en matière normative. Et à ce moment-là, ceci peut mener à la polarisation et la radicalisation qui sont des conséquences du dogmatisme. Autrement dit, le présupposé que nous avons ici, c'est de dire qu'est-ce qui fait que des gens peuvent être radicaux? Bien, c'est que le radicalisme, c'est simplement un effet, on va dire, un effet excessif du dogmatisme au niveau de nos croyances et de nos manières de raisonner. Donc, il y a un fondement dans notre raisonnement à nos comportements sociaux. Le relativisme, on pourrait dire, c'est une forme de démission sur le plan cognitif et normatif, c'est-à-dire que ça incite aussi au relativisme moral. Et le nihilisme peut dériver de la croyance en l'absence de critères partagés pour établir des normes. Autrement dit, le relativisme, ça peut être devant des normes différentes les unes des autres. Moi, je pense ceci, l'autre pense autre chose, une troisième personne pense autre chose. Dans ce moment-là, chacun sa vérité, puis on démissionne sur le plan cognitif et sur le plan normatif. En même temps, on peut considérer que ce relativisme, il est peut-être une phase sur le plan de l'apprentissage intéressante et pertinente pour sortir du dogmatisme et pour éventuellement ouvrir sur le système S2 et sur un raisonnement réfléchi. À ce moment-là, quand on accède au système S2, on pourrait dire que le relativisme peut être parfois une phase intermédiaire entre S1 et S2. Et quand on arrive en S2, on met en œuvre des stratégies métacognitives. Comme je le disais, nous raisonnons sur nos façons de raisonner. Nous nous questionnons sur notre connaissance. Nous nous questionnons sur nos normes. Ceci invite au faillibilisme, qui est, pourrait-on dire, la médecine épistémologique contre les dogmatismes. Et la pratique du dialogue philosophique contribue de cette manière, en passant au raisonnement en mode S2, à contrer la polarisation, à contrer la radicalisation et aussi à contrer le nihilisme qui serait la conséquence, pourrait-on dire, excessive de relativisme. Et nous passons maintenant à Linda, à qui à mon tour, je cède la parole. Merci, merci. Alors, merci pour ces fondements théoriques derrière notre pratique. Donc, les praticiens autour de la table, je pense que c'est une lecture que Serge nous propose, à laquelle on n'est pas nécessairement habitué de voir, dans le fond, comment, à travers nos plans de discussion, dans nos dialogues philo, on contribue à injecter du cognitif dans le normatif, c'est-à-dire de la découverte par rapport aux normes, et du normatif dans le cognitif, c'est-à-dire à questionner la valeur des croyances factuelles qu'on affirme. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, c'est assez rapidement, là, je vois le temps qui avance, il était 30, mais je vais passer rapidement sur la posture de la personne animatrice de dialogue philo pour aller concrètement, pour voir comment ça s'illustre dans un plan de discussion philosophique, les notions que Serge a présentées. Alors, très rapidement, c'est même quelques caractéristiques des personnes qui animent un dialogue philosophique. D'abord, on crée un climat sécuritaire et bienveillant. Donc, c'est important que les dispositifs qui sont proposés pour faire une animation philosophique mettent de l'avant l'idée de l'interlocuteur valable, la personne interlocutrice valable, qui fait qu'il y a une écoute, une qualité d'écoute qui est assurée, qui fait que c'est les idées qui sont remises en question et non pas les personnes. Et donc, ce climat-là contribue à un sentiment de confiance qui est nécessaire pour qu'il y ait une prise de position authentique et qu'il y ait des jugements authentiques qui soient exprimés. Ensuite, assurer une prise de position égalitaire et équitable, ben, c'est cette idée aussi de faire en sorte que la parole circule le mieux possible. On va vous donner des trucs, par exemple, comme donner un temps de réflexion préalable avant d'ouvrir la discussion et tout ça de mécanismes qu'on met de l'avant. Le respect inconditionnel de la contribution de chacun, donc c'est et garantir l'impartialité, c'est vraiment ici, encore une fois, s'assurer qu'on est avec une posture de curiosité envers tous les points de vue et non pas ceux qui vont dans le sens vers des consensus mous et que autant ici, je vous écris les propos étonnants que ceux qui font consensus sont questionnés. Comme ça, on ne vient pas pointer certains
certains individus ou certains commentaires, alors que d'autres, ben, ça passe comme dans du beurre. Donc, on va aller se demander si on a des exemples ou si on a des justifications pour toutes les hypothèses exprimées. Et évidemment, en tant que personne animatrice, c'est important de questionner préalablement nos propres biais, parce que sinon, il y aura des angles morts dans nos plans de discussion. Et c'est souvent là aussi que, collectivement, on a besoin d'aller creuser. Alors, ce qui m'intéresse de vous montrer aujourd'hui, parce que ça ici, peut-être pour les praticiens, c'est plus connu, mais donc dans un dialogue philosophie, donc de la découverte au discernement. Alors, je remercie ici donc mon amie Nadia Baudry qui m'a partagé une conférence qu'elle a donnée il y a quelques semaines et que j'ai adapté ici donc la diapo en intégrant dans le fond à travers ce chemin que je trouve intéressant aussi au plan visuel parce que c'est pas nécessairement linéaire, il y a du mouvement, mais on peut aller et revenir, il n'y a pas nécessairement de flèches, et il y a aussi plusieurs chemins possibles. Et donc, cette idée que dans un dialogue philo, peut-être une invitation à commencer avec une recherche d'hypothèses assez ouverte, une pensée créative pour justement faire en sorte que les points de vue soient accueillis, quels qu'ils soient. Et puis qu'ensuite, avant d'aller vers un examen peut-être plus pointu, qui pourrait susciter peut-être des malaises. Donc, recherche d'hypothèses au biménègne, avec ici des habiletés de pensée qui sont mobilisées là-dedans. Donc, et on peut inviter à de la conceptualisation, de l'argumentation. Et tranquillement, on va passer avec l'examen de ces hypothèses-là, en dégageant les présupposés, questionnant les définitions, prendre en compte les contextes ou les angles différents. Et on peut aller avec ensuite un classement qui va demander d'injecter du normatif ici, à savoir, bon, maintenant, est-ce qu'on peut commencer à justifier? On est d'accord ou pas d'accord? Pourquoi? Est-ce que ce sont de bonnes hypothèses? Et ensuite, évaluer. Donc, voyez-vous, on commence avec vraiment plus de cognitif, aller chercher de l'information, puis on va injecter progressivement du normatif dedans. Et puis, pour tendre vers un positionnement où est-ce qu'on peut observer, expliquer, écouter aussi les points de vue divers et conclure souvent nos ateliers philo avec un retour réflexif métacognitif sur le chemin parcouru, résumé, synthèse et questionnement, et qui va parfois prendre forme dans de l'intégration ou de l'approfondissement selon le contexte dans lequel on est. Donc, dans un cadre scolaire, évidemment, on peut parfois faire des liens avec la matière en classe où on peut avoir envie de des ressources externes parce qu'on a mis le doigt sur des enjeux qui requéraient d'aller puiser plus loin. Dans les diapos suivantes, je vous propose, dans le fond, moi, j'aime bien utiliser des réseaux de questions. Et puis, j'en ai pris un comme ça, mais pour vous montrer, j'essaie de faire un jeu de couleurs avec, au fond, en rose, j'ai mis ce qui relève du cognitif, puis en vert, ce qui relève du normatif. C'est-à-dire que c'est pas une recette qu'on suit, c'est vraiment une préparation préalable pour nous guider dans la recherche. Et souvent, quand on va commencer, bon, ben, on va dire c'est quoi un bon changement. Et dans ce cas-ci, c'est dans un contexte sur les changements climatiques. Et donc, j'avais choisi d'y aller avec en amont parce qu'il y avait quand même des enjeux d'éco-anxiété qui était déjà dans un cadre scolaire. Et puis moi, j'ai dit, ben, je vais essayer de proposer une réflexion plus générale sur les changements, puisqu'on en vit tous. Et donc, quand on se demande, bon, ben, comment on sait qu'un changement est acceptable? Comment sait-on qu'il est inacceptable? Est-ce qu'on peut imaginer un changement? Est-ce qu'il y a des changements qui dépendent de moi, qui ne dépendent pas de moi? Est-ce qu'on est responsable? Là, on cherche de l'information. On est dans un contexte de découverte. Mais quand on commence à demander, est-ce qu'il y a des changements qui devraient être toujours acceptés? Est-ce qu'il y en a qui ne devraient jamais être acceptables? Ce serait quoi nos critères? Il y a des changements qui sont ni bons ni mauvais. Pourquoi? Ce serait quoi les critères aussi? Et quand on se demande aussi, c'est quoi les conséquences? Là, on est au niveau, c'est là qu'on injecte du normatif. Hier, je suis allée dans une classe primaire où est-ce qu'il y avait, donc on m'invitait dans un cadre où les élèves doivent produire dans un cours d'art dramatique des productions autour de l'exclusion. Et finalement, ben, je me suis promenée d'une équipe à l'autre au début, je les ai observés travailler, puis quand on est arrivé, on s'est assis ensemble et quand même, on est parti avec c'est quoi inclure? Et assez rapidement, les élèves, ils ont pu nommer qu'est-ce que ça impliquait inclure, c'est-à-dire de les accepter tel qu'on est, puis dans un groupe plus grand. Tout on dit, mais comment on se sent, comment on le sait, ça, qu'on est inclus? Puis on a mis des caractéristiques qui fait qu'on va se sentir inclus. Et après ça, on a là, est-ce qu'on aurait de bonnes raisons parfois d'exclure quelqu'un?
Et là, ils ont nommé, dans le fond, des enjeux de sécurité, puis des enjeux de malveillance ou de personnes toxiques. Et là, j'étais avec des 11-12 ans. Et donc, assez rapidement, ils ont départagé. Et c'est là que j'ai demandé de dire, bon, mais ce serait quoi les conséquences? Supposons que pour la sécurité, on sent que là, c'est essentiel. Mais en ce qui concerne peut-être des personnes qui ont des comportements désagréables ou qui seraient négatifs, à connotation négative, ce serait quoi les conséquences d'exclure cette personne-là? Et là, ça a été, donc là, on a injecté du normatif, et là, c'était très intéressant de voir que tout de suite, on a eu les deux hypothèses, mais ça se pourrait qu'elle devienne pire qu'avant, parce qu'elle serait toute seule. Puis, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a dit, ben, peut-être qu'elle pourrait s'améliorer aussi. Et là, ben, après, une fois qu'on a vu que ça a été dit, c'est quand même assez spécial parce que, dans le fond, on a presque il y a un paradoxe ici parce que là, on a un comportement négatif, on exclut, mais ce qu'on nomme, c'est que ce qui pourrait aider la personne, ce serait d'être entourée. Et donc, ce qui pourrait l'aider, parce que si on l'exclut encore, elle pourrait empirer, puis qu'est-ce qui pourrait permettre de devenir meilleur? Ben, ce serait d'avoir des ressources, d'être entouré. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à inclure? Ben, là, après ça, on a terminé notre séance là-dessus. Et en 20 minutes, ça a été vraiment apprécié de la part des jeunes. Et je sentais que par rapport aux thématiques qu'ils voyaient, donc il y avait un cheminement. Je vous ai mis ici dans un tableau avec le même jeu de couleurs, avec des questions de relance au niveau cognitif, des questions de relance au niveau normatif. C'est sûr que, encore une fois, c'est pas une recette, mais ça peut illustrer pour des personnes qui sont pas familières avec comment on s'y prend. On m'avait demandé, les conseillers pédagogiques l'an passé, face à la montée du masculinisme, de dire, mais comment on traite ça là, quand ça arrive, on est inconfortable. Alors, je vais donner l'exemple d'une affirmation qui est dite là, dans une discussion. Et puis, bon, ben, la société est devenue trop égalitaire. Il y a trop d'égalité dans la société. Alors là, ben, quand il y a différentes façons de prendre ça, mais on peut y aller avec. C'est quoi le précieux? Qu'est-ce qu'on prend pour acquis là-dedans? Et là, ben, les femmes ont trop de pouvoir, les hommes n'en ont pas assez. Et puis là, on peut examiner ça quand ça arrive. Et après ça, ben, d'où tiens-tu cette idée-là? Et là, on va chercher du cognitif. Est-ce que c'est pas toujours raison? Elle peut se tromper. On cherche de l'information. Et ensuite, on leur demande pour quelle raison est-ce que tu trouves cette idée-là qu'elle est valable? Est-ce que c'est vrai dans tous les cas quand on examine le présupposé? Là, est-ce qu'on peut trouver des contre-exemples? On cherche. Alors, est-ce que, donc, et là, j'ai les questions aussi par la suite. Donc, quand on veut définir, qu'est-ce que tu entends par trop égalitaire? C'est quoi l'égalité? Est-ce qu'il y a des inégalités qui sont justes? On a des exemples, il y a des inégalités qui sont injustes. Et puis, quand on se demande c'est quoi les critères, là, on fait intervenir du normatif. Donc, est-ce que c'est une possibilité, l'envers de la position étant une autre habilité de penser, est-ce que c'est possible que la société ne soit pas assez égalitaire? Et là, faire allusion au lieu en cours, au lieu de passé. Et là, ben, ce serait quoi des règles, des principes qui seraient souhaitables dans une société pluraliste? Donc, on peut faire le passage. Donc, je pense que ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'était vraiment cette idée des fois, on ne le fait pas avec cette intention-là, de cognitif normatif, mais grâce au fondement que Serge a apporté, moi, ça m'a permis d'amener cet éclairage-là sur ce mouvement-là qui finalement amène une posture critique. Comment on développe le jugement critique? Je pense qu'on le fait de façon très active à travers nos exercices. Serge, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors, je suis désolé nous avons pris un peu plus de temps que prévu, mais nous terminons. Donc, en conclusion, nous vous avons présenté une approche pédagogique pour contribuer par l'initiation au dialogue philosophique à former des personnes qui raisonnent et agissent de manière réflexive plutôt que de manière spontanée. S2 versus S1. Pour ce faire, nous vous avons présenté un cadre théorique, le cadre de la théorie des processus duaux, suivi de stratégies pédagogiques plus concrètes pour le mettre en œuvre, ce que Linda vient de faire. L'enjeu de cette formation pour les personnes n'est pas d'introduire un nouveau contenu scolaire parmi d'autres. Il ne s'agit pas pour nous d'une nouvelle matière qui s'ajoute aux autres du point de vue de l'acquisition de connaissances. Il s'agit plutôt de contribuer à développer une compétence transversale et à penser de manière critique et qui concerne, selon notre approche, l'ensemble des matières scolaires. Et en dernière instance, nous croyons que l'enjeu social est de lutter contre les dogmatismes et les violences qui les accompagnent souvent en vue de favoriser un vivre ensemble plus harmonieux. Et donc, en dernière instance, ce dont il s'agit, c'est de notre survie collective. Et je regarde ici ce qui se passe dans le monde actuellement et je me dis que l'humanité en a besoin et peut-être encore plus que par le passé. Merci. Merci. Merci, Serge. Alors, si on
j'enverrai une copie de un PDF du PowerPoint à Nadia, mais si vous voulez nous contacter, il y aura nos coordonnées. Et je vous remercie on vous remercie pour votre écoute.